En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir l'essayiste et géographe Christophe Guilluy, auteur des Dépossédés, c'est chez Flammarion. Alors, qui sont les dépossédés? Ce sont les classes populaires, les classes moyennes et populaires, les perdants de la mondialisation, relégués socialement, culturellement, géographiquement, mais pour autant, elles n'ont pas l'intention de disparaître. Elles se font entendre à travers les élections, par le vote populiste, à travers des mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes. Jusqu'où ira la révolte des dépossédés? Est-ce que le populisme est la solution? Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir du retour de la lutte des classes? Le peuple n'est-il pas déjà trop divisé pour pouvoir réellement peser? Les réponses de Christophe Guilluy, tout de suite, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Christophe Guilluy, bonjour. Bonjour. Bonjour, on va parler avec vous durant 1 heure de votre livre, Les Dépossédés, où vous poursuivez votre réflexion sur le devenir des classes moyennes et populaires. Vous avez forgé différents concepts, hein. On se souvient de vos précédents livres, notamment La France périphérique, Les gens ordinaires. Pourquoi aujourd'hui vous utilisez le terme de dépossédés, et qui sont justement ces dépossédés et de quoi ont-ils été dépossédés? C'est beaucoup de questions en une, mais c'est le cœur de votre réflexion. En fait, l'enjeu, c'est pas seulement le devenir de ces classes moyennes, populaires, que j'ai appelées les gens ordinaires, qu'on pourrait résumer par un terme, la majorité. C'est-à-dire que c'est un vieux mot là, qu'on a presque oublié. On va en parler. Il y a parfois, dans des pays, surtout quand ils sont démocratiques, un ensemble qu'on appelle la majorité. En général, c'est celle qui donne le là, qui devrait donner le là des politiques mises en place. Et oui, quand je dis, c'est pas seulement le destin de ces majorités qui m'intéresse, c'est le devenir des sociétés, parce que ce sont eux qui portent la société. Donc la réflexion, elle est là, quoi. Elle est, c'est pas seulement est-ce que ces catégories vont mourir. C'est est-ce que la société a un avenir, ce qui est quand même beaucoup plus à mon avis important. Alors c'est vrai que le concept de dépossédé, en fait, il m'est venu parce que je cherchais depuis une vingtaine d'années le point commun qu'il y a dans toutes ces contestations sociales, politiques, culturelles qui traversent pas seulement la France, mais l'Europe occidentale, et on peut dire les États-Unis aussi, on va dire l'Occident. Et si je dis l'Occident, c'est pas un hasard, quoi. C'est-à-dire que l'Occident avait une caractéristique, contrairement aux autres parties du monde, c'est qu'elle avait réussi quelque chose d'assez incroyable, c'est de faire monter, c'est ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, à peu près toutes les catégories. L'ouvrier, l'employé, le cadre supérieur se reconnaissait dans un gros machin qui s'appelait la classe moyenne occidentale. Et alors, quand on dit ça, c'est pas seulement de la sociologie. La vertu de ce modèle-là, c'était quoi? C'était je suis intégré économiquement, je suis intégré donc politiquement, représenté, mais aussi respecté culturellement. Donc on avait vraiment quelque chose d'assez vertueux, non pas qu'il n'y avait pas d'inégalité, de différence de salaire, etc., etc., mais on avait bien un ensemble qui était reconnu, y compris par la classe politique, qui du coup faisait elle aussi le job. Vous voyez, par exemple, on a actuellement, de façon récurrente, cette grande question, d'ailleurs posée par les seules élites: y a-t-il un anti-élitisme du peuple? Est-ce que vous êtes anti-élitiste? Bien sûr, évidemment. Je plaisante, puisque je suis à la radio, donc je précise. Pourquoi est-ce que cette idée de l'anti-élitisme est aussi récurrente dans le monde d'en haut, hein, puisque j'allais dire, dans la vie ordinaire, on ne se pose pas la question des élites. Il n'y a pas d'anti-élitisme en bas, pas du tout. Vous voyez, par exemple, on pourrait avoir comme point de repère l'hyper-élitisme que constituait le gaulo-communisme
à sa grande époque. Le gaulo-communisme, finalement un concept auquel tout le monde se réfère aujourd'hui, c'était quoi? C'était des hyper-élites qui travaillaient pour la majorité. Ça devrait être ça d'ailleurs. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que les élites ont fait sécession, elles ne travaillent plus pour la majorité. En tout cas, et est-ce qu'elles méritent le terme d'élite? C'est une question, ça énerve, je sais, certains auditeurs ou certains lecteurs quand on parle d'élite, parce qu'ils nous disent qu'ils sont plus efficaces, donc pourquoi elles continuent à s'appeler élite? C'est le mot absolument piège, et c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber. La question n'est pas les élites. Là, on voit bien qu'il y a des gens, pseudo-élites ou, en tout cas en haut, qui ne font pas le job. Le job, c'est quoi? C'est de pousser un modèle économique qui va intégrer le plus grand nombre et qui va permettre une intégration politique et culturelle du plus grand nombre. Or, que s'est-il produit ces 40 dernières années? Et je reviens au thème du livre, la question de la dépossession et des dépossédés. C'est qu'on avait bien une classe moyenne majoritaire finalement totalement intégrée, qui aujourd'hui subit une forme de dépossession. Alors une dépossession qui peut prendre plein de formes, des possessions des lieux, des possessions sociales, des possessions politiques, etc. On va y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut le dater, ce processus. Vous le datez des années 80 un peu. Bien sûr, c'est-à-dire que les gens intelligents, on va dire, qui nous gouvernent, ont eu cette idée géniale qu'on allait finalement diviser le monde de façon très spécialisée. Les Chinois qui feraient, qui s'occuperaient finalement de la manufacture. Et puis nous, on allait transformer notre population en CSP++, nous concentrer sur le tertiaire. Finalement, avec cette idée que s'il y a désindustrialisation, c'est pas très grave. Tout ça va être remplacé par des emplois tertiaires. Les ouvriers n'auront qu'à se former, et puis voilà, on sera dans une dynamique vertueuse. Sauf que les Chinois fabriquent des fusées maintenant. L'iPhone 14 est fabriqué en Inde, et les ouvriers de chez Moulinex, par exemple, n'ont pas retrouvé de travail. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans ces années-là, avec cette idée que finalement la division internationale allait entraîner quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui était ce que j'appelle le plus grand plan social de l'histoire, celui de la classe moyenne occidentale. Symboliquement, et c'est pour ça que la géographie m'a aidé à voir tout ça, on a eu quelque chose dans le même temps qui a été une hyper-concentration de la création d'emplois dans ces grandes métropoles, ce qu'on a appelé la métropolisation. Alors on pourrait se dire, c'est pas très grave, finalement, l'emploi se concentre là, etc. Sauf que par ailleurs, sur les autres territoires, on a eu une forme de désindustrialisation, de désertification de l'emploi, et dans le même temps, une recomposition sociale gigantesque des territoires. En gros, ces catégories populaires, moyennes, qui hier, jadis, vivaient là où on créait la richesse et l'emploi, c'est-à-dire dans les villes, ont peu à peu été mises à l'écart. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un immense problème. C'est que la majorité de ces catégories, qui forment la majorité de la population, vit sur les territoires qui créent le moins d'emplois. Symboliquement, on a bien cette mise à l'écart, ce plan social de la classe moyenne. Et ce qui est vraiment frappant, c'est quand on observe les choses à l'échelle européenne ou même mondiale, le processus est exactement le même. Donc on est bien là face à un choc qui n'est pas seulement économique, mais un choc social, un choc culturel, presque un choc philosophique. Et on a depuis 40 ans les conséquences de ce choc. On a imaginé que finalement tout ça allait passer avec un peu de chômage, un peu de redistribution, etc., etc. Mais on a bien un immense problème. C'est quelle est la place de cette classe moyenne? Elle est effectivement cette classe moyenne en train de disparaître, et en même temps elle se bat. On va en parler dans la seconde partie de l'émission, parce que voilà, une petite courte pause, et ensuite on revient avec Christophe Kielwy pour parler de ces dépossédés, de ce grand déclassement. On verra si c'est un déclassement. Il nous a déjà un peu dit que c'était à la fois culturel et à la fois social. On essaiera d'en savoir plus. À tout de suite sur Sud Radio.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le géographe essayiste Christophe Guilluy qui est venu nous parler de son dernier essai, Les Dépossédés, c'est chez Flammarion. C'est une réflexion sur le devenir des classes moyennes et populaires occidentales, mais aussi, il nous l'a dit, sur comment faire société quand la majorité, d'une certaine manière, est reléguée. Et avant la pause, vous nous expliquiez qu'elle était reléguée non seulement socialement, mais aussi culturellement, et aussi, et c'est ce qui est intéressant chez vous, parce que vous êtes géographe à la base, géographiquement. Vous nous avez expliqué dans la France périphérique que finalement, les catégories supérieures se regroupaient de plus en plus dans les grandes métropoles, Paris étant l'exemple peut-être le plus symbolique, tandis que les classes moyennes populaires étaient reléguées toujours plus loin dans la France périphérique. Ce qui est intéressant là dans votre nouveau livre, c'est de vous expliquer que depuis le Covid, désormais, les classes supérieures s'approprient les côtes et la mer. Est-ce que la mer c'est terminé pour les classes populaires? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette dépossession des lieux finalement? C'est-à-dire que, bon, j'introduis le livre à partir de la dépossession des lieux, effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, vous avez des catégories supérieures qui sont beaucoup plus importantes qu'hier. Hein. Vous avez 20-25% de la population, voilà, qu'on peut considérer comme faisant partie des catégories supérieures. Quand ces catégories ont décidé de cibler un lieu, elles ont les moyens de faire effectivement d'entraîner une recomposition sociale gigantesque. Et c'est pour ça que je démarre sur la question du Front populaire. Le Front populaire, c'était finalement la classe ouvrière qui accédait via les congés payés à la mer. Hein, on avait vraiment cette idée-là. Et aujourd'hui, donc 80 ans plus tard, il se produit quelque chose qu'on avait déjà observé dans les grandes métropoles, c'est-à-dire que tous les lieux, le littoral atlantique, de la Normandie jusqu'au Pays de Loire, en fait, deviennent des espaces, compte tenu du renchérissement du foncier, inaccessibles aux catégories populaires. Et c'est pour ça que je dis que voilà, il y a une vraie symbolique là-dedans. Vous avez peu à peu un mur de l'Atlantique qui est en train de se constituer pour ces catégories modestes. Aujourd'hui, si je le résume comme ça, les catégories, les jeunes issus du milieu populaire qui vivent sur ces territoires, qui sont nés sur ces territoires, ne peuvent plus y vivre. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que on peut parler de violence sociale très évidente, se déroule dans la joie et la bonne humeur, accompagné par un narratif médiatique qui nous explique que, tout étant au mieux dans le meilleur des mondes possible, on est bien là dans la transformation de la société. Et on a vu ça, cette petite musique poindre pendant le Covid, avec l'idée que maintenant on allait finalement organiser le travail avec d'un côté le télétravail et puis un peu de présentiel. On a présenté ça comme une chance finalement pour des zones qui étaient, vous l'avez dit tout à l'heure, désindustrialisées, etc. Ça permet pas de recréer de l'activité, Christophe Guilluy? Alors ça, c'est le grand truc, évidemment. D'ailleurs, c'est même mesuré. Hein. Il y a des experts qui vous expliquent que l'arrivée d'un cadre supérieur sur un territoire X génère 3 à 4 emplois. Bon, voilà. Très bien, parfait. J'allais dire que c'est exactement à peu près le même discours qu'on avait entendu dans les années 90-2000 quand les quartiers populaires des grandes villes ont commencé à s'embourgeoiser. Il y avait cette idée que ça allait être mieux, que ça allait dynamiser ces quartiers, que ça allait les rendre plus beaux. D'ailleurs, la question du beau et du moche est toujours sous-jacente. Hein. Je déteste par exemple ce concept de France moche, parce que derrière ces concepts, et puis inversement, on a les beaux villages. Hein. Donc en fait, ce qui est beau, c'est ce qui est ciblé par, on va dire, la bourgeoisie d'aujourd'hui, et tout le reste est moche. Mais derrière le moche, il y a cette idée que, bon, finalement, si c'est moche, c'est aussi parce que il y a des gens moches qui sont là. Hein. Donc on voit bien que, en fait, toutes ces questions, descendant, quoi. C'est descendant, mais tout ça est amené gentiment. C'est ça le grand truc de la bourgeoisie cool d'aujourd'hui, la nouvelle bourgeoisie, puisque là, on va dire que l'ancienne est quand même en voie de disparition, en tout cas n'a plus le pouvoir culturel. On n'imagine pas à quel point tout cela crée des tensions, d'une violence mais considérable. Imaginez
imaginer, qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la côte atlantique, ce qu'on appelait hier les cabanes de pêcheurs, sont occupées par des cadres supérieurs de la défense. Où sont les pêcheurs? Où sont leurs familles? Ils sont à 40 kilomètres du littoral. Et ils doivent aller du coup en voiture sur le littoral. Ils doivent aller en voiture sur le littoral. C'est des pollueurs. Et donc ce sont des pollueurs. Et on voit bien que toute cette société s'organise avec ce que j'appelle la brume médiatique, qui nous laisse croire que on est dans le meilleur des mondes, hein. On est dans l'évolution naturelle des choses, le télétravail, etc., etc. Par exemple, vous prenez le télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui essentiellement concerne les cadres supérieurs. Bien évidemment, pas les catégories populaires. On n'imagine pas la caissière de supermarché, effectivement, ça va travailler, ça va être compliqué. C'est très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce narratif, l'ensemble des médias l'ont porté, notamment pendant et après la période de la pandémie, avec l'idée du monde d'après, hein, le monde d'après qui est encore un concept absolument bourgeois, hein, on peut le dire. Oui, je voudrais insister un peu sur cette histoire de dépossession des lieux. C'est une des originalités de votre livre. Enfin, c'est un constat qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Vous avez parlé du mur de l'Atlantique. En fait, c'est quelque chose qui existait déjà en Corse et qui a sans doute participé à la montée du nationalisme. Bien sûr. C'est-à-dire que la question de la dépossession des lieux, alors, je ne dis pas qu'il y a appropriation, hein, c'est pas. Mais on a bien là quelque chose qui pose problème si on connecte ça avec le modèle économique qui est le nôtre. Quand vous regardez les grandes métropoles aujourd'hui sont devenues des citadelles, hein, des citadelles, alors qui évidemment multiplient la communication, une espèce d'emphase communicationnelle qui elles nous sont explique écolo, ouvertes surtout. Ouvertes, ouais. Paris, ville ouverte, à 10 000 euros le mètre carré. Mais c'est ouvert, voilà, c'est ouvert, c'est écolo, et ça, c'est vraiment très compliqué pour les catégories modestes, parce que dans ce narratif, qui est un narratif politique et médiatique, elle n'existe plus. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, on a bien un modèle économique complètement cohérent avec les desiderata des catégories supérieures, et les médias, mais aussi le monde de l'expertise, hein, parce qu'il y a, s'il y a une brume médiatique, il y a aussi une brume académique, va accompagner. Et l'idée pour eux, c'est de dire, mais finalement, on va booster ce qui marche, et puis on fera un peu de redistribution. Sans se poser la question mais peut-être que les gens ont envie de vivre sur le littoral atlantique, peut-être que les gens ont envie de vivre. Je parlais de la Corse parce que vous expliquez dans le livre qu'un jeune Corse aujourd'hui qui est né là-bas ne peut plus se loger en Corse. Bien sûr. Et c'est une voix qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire que, mais c'est vrai en Corse, c'est vrai dans le Pays Basque, c'est vrai un peu partout dans l'ensemble, même des beaux villages de France. Vous allez, je ne sais pas, à Salers. Hein, on n'est pas sur le littoral atlantique, c'est magnifique. On n'imagine pas qu'il y a quelque temps vivaient des catégories modestes sur ces territoires. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'effacement de la culture populaire, avec cette idée que finalement on s'approprie des lieux, on garde le décorum, la cabane de pêcheurs avec la bouée. D'ailleurs, qui n'existait pas, on rajoute la bouée. Certainement, on la rajoute. Et comme dans c'est pratiquement un décor Potemkin, quoi, qui nous dit. C'est un Disneyland rétro, quoi. C'est un Disneyland rétro, mais c'est surtout un accaparement cool, sympathique. La main tendue, évidemment, toujours avec un discours inclusif. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être à préciser, parce que vous expliquez que c'est pas non plus de l'appropriation, vous n'êtes pas forcément pour interdire aux gens de se loger où ils le souhaitent, mais ce qui vous énerve le plus, c'est la couche de morale qu'on met par-dessus tout cela, quoi. On est là-dedans depuis l'abandon de la question sociale, en fait. L'abandon de la question sociale, notamment par la gauche, c'est les années 80. Qu'est-ce qui reste ? Il reste le modèle économique. Un modèle économique
dont bénéficie une fraction de la population. Évidemment, c'est très compliqué en France, notamment en France, d'expliquer qu'un modèle ultra inégalitaire, qui est le modèle néolibéral, finalement américain, on va dire, est pertinent. Donc il faut absolument habiller tout ça, quoi. L'habillage, il est un habillage et social et moral qui va accompagner finalement le développement des inégalités. De manière ironique, hein, je précise, vous proposez même de mesurer l'empreinte sociale comme on mesure l'empreinte écologique. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même des rapports de classe qui étaient assez clairs, ce qui permettait d'ailleurs, d'avoir des partis politiques assez clairs sur ce rapport de classe. Je pense notamment au Parti communiste. Bon. Aujourd'hui, on est dans une espèce de brume où finalement personne n'est responsable de rien, si ce n'est de son empreinte carbone. Donc ça, c'est assez sympa, mais ça ne dit absolument rien de la responsabilité individuelle. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, par exemple, l'instrumentalisation de la critique du 0,1%. La critique du 0,1%, par exemple, si je vous dis des plus riches, des plus riches. Ça permet de. J'accélère parce qu'on arrive à la prochaine. Oui. Ça permet effectivement de pas poser la question des catégories supérieures, de dire que il y a un bouc émissaire ultra riche, mais en réalité le problème social est bien plus vaste. On continue à en parler après la pause. Christophe Guilluy, on se retrouve. On se demandera aussi si ce retour de la lutte des classes est bien souhaitable. À tout de suite sur Sud Radio avec Christophe Guilluy. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Christophe Guilluy, géographe, essayiste, pour parler de son nouveau livre, Les Dépossédés, c'est chez Flammarion. On parlait avant la pause, effectivement, de la question de la dépossession sociale. Christophe Guilluy nous expliquait notamment que ça touchait beaucoup plus finalement que les 1% des plus riches, que c'était un peu une forme de brume que de se focaliser sur les milliardaires. Oui, non mais disons que on enfonce les portes ouvertes. Si je vous demande si vous êtes contre le fait que 0,1% de la population mondiale possède 40% du patrimoine de la planète, j'imagine que tout le monde est dire, d'accord. On ne se fait pas beaucoup de mal. Ou si je vous dis, il est quand même assez scandaleux que Bill Gates gagne des milliards, tandis que, etc. Bon, la question pour moi n'est pas là. La question est qu'est-ce qui rend possible ce modèle ? Qu'est-ce qui rend possible le 0,1% ? Il y a bien des gens qui portent ce modèle. Sinon, le 0,1% ne pourrait pas survivre. Et les gens qui appuient et qui accompagnent finalement le modèle néolibéral et toute la recomposition économique et sociale qu'on observe depuis 30 ans, ce sont finalement ces catégories supérieures qui en bénéficient. Alors elles en bénéficient, elles ne sont pas riches, c'est pas ça que je dis, mais disons qu'elles bénéficient fortement d'un modèle, précisément parce qu'elles vivent là où ça se passe, notamment dans les grandes métropoles, et qu'elles habillent en fait finalement leur situation d'un discours écolo, d'ouverture, etc., qui ne dit rien de l'empreinte sociale. Et ce que j'appelle l'empreinte sociale, c'est cette idée que nous sommes tous responsables de ce que nous faisons. Quand par exemple vous avez des gens qui achètent, je ne sais pas, des iPhones, oui, ou même dans les villes, par exemple, les quartiers populaires qui se sont, des lofts, dans les anciens quartiers populaires. On réunit des appartements qui hier étaient destinés aux catégories modestes. Évidemment, on ferme ces villes à ceux qui étaient là auparavant. Donc on a bien de la même manière, si je contourne la carte scolaire, tout en tenant un discours d'ouverture par rapport à l'autre,
je ghettoise indirectement le collège du coin. Bref, on a bien, comme cela, des conséquences réelles de comportements qui sont individuels en réalité. Et individualistes. Et donc on a parlé effectivement dans le concept de déposséder, de la dépossession géographique, de la dépossession sociale. Vous parlez également de la dépossession culturelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et est-ce que vous faites aussi le lien avec l'immigration? Est-ce que l'immigration de masse, disons, participe de ce modèle mondialisé que vous dénoncez? Oui, la question de l'immigration. Alors déjà, la question de l'immigration qui est la question, typiquement conflictuelle, qui permet d'animer l'essentiel des débats depuis 20 ans. Je le dis toujours, est une question ultra consensuelle dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que, et quand je dis le monde d'en bas, quelle que soit son origine, c'est-à-dire que les gens, par rapport à tout ça, souhaitent une régulation des flux. Alors je le dis aussi bien en Seine-Saint-Denis qu'au fin fond de la Creuse, c'est-à-dire que, et aussi bien en France qu'aux États-Unis et partout dans le monde. D'ailleurs, on a des chiffres là-dessus. Ipsos réalise des enquêtes mondiales sur le rapport à l'immigration. On est à peu près, en gros, sur 2 tiers de la population qui affirme vouloir une régulation des flux. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire que vous avez la plupart des catégories. Moi, je dis toujours la question de l'immigration n'est pas une question, philosophique. Elle est une question absolument rationnelle. C'est-à-dire que l'immigration, le multiculturalisme à 1 500 € par mois n'est pas le multiculturalisme à 5 000 €. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est de voir que toutes ces, les enquêtes qui concernent, la question de l'immigration sont très clivées socialement. Vous avez en gros des catégories supérieures qui sont plutôt qui affichent une ouverture, et des catégories populaires, majoritaires, qui seraient plutôt dans ce qu'on appelle la fermeture, de façon péjorative. La réalité, c'est qu'on a d'un côté des gens qui ont les moyens d'échapper à l'immigration, d'échapper quand c'est nécessaire, de l'utiliser aussi, parce que dans les services, ils l'utilisent beaucoup deux dans les grandes villes. Évidemment, il y a toutes ces questions-là, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion majoritaire, la question n'est plus conflictuelle. Vous allez, en Martinique, on va vous dire la même chose qu'en Seine-Saint-Denis et dans la Creuse. Exactement la même chose. D'ailleurs, les scores, Jean-Luc Mélenchon a fait des grands scores dans les DOM, mais vous le rappelez toujours que le Rassemblement national aujourd'hui fait des scores très importants dans les DOM, qui font partie de ce que vous appelez la France périphérique. Les DOM font évidemment partie de la France périphérique, avec justement des catégories populaires, l'absence de métropolisation, etc., et des salaires modestes. Mais on voit bien que là, il y a une vraie posture morale et aussi des intérêts. Alors les intérêts de l'immigration, ils sont connus. On a le patronat et on a effectivement une bourgeoisie essentiellement métropolitaine qui a tout intérêt à avoir aussi des gens qui vont pouvoir répondre à des emplois de service, de garde d'enfants, mais aussi une immigration qui va servir dans les cuisines des restaurants des grandes villes, etc. Voire pour Uber Eats, désormais. Bien sûr. Donc il y a aussi des intérêts objectifs. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le décalage entre finalement une demande populaire qui s'observe un peu partout et la fermeture, on va dire, de la classe politique ou des décideurs par rapport à tout cela. C'est désastreux parce que il y a une vraie symbolique là-dessus, c'est cette idée que finalement la majorité n'est pas légitime. Je suis assez frappé de voir par exemple qu'au Danemark, les sociodémocrates ont entendu la majorité ordinaire. Et les sociodémocrates danois ont ça de très particulier, qu'ils ont réussi à penser contre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément été convaincus,
mais ils répondent à un électorat. Et les dernières élections sont très intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas suivi les élections, effectivement, la gauche a gagné, mais sur un programme très très ferme en matière d'immigration, de sécurité, suite à une partie des pays très sociodémocrates, et on a assisté à une montée des populistes, et effectivement la gauche social-démocrate a réagi très vite là-bas, finalement en reprenant une grande partie des programmes des populistes, voire de la droite. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que l'électorat populaire est revenu vers la gauche. Et est revenu vers la gauche, oui, effectivement. Et a abandonné plus ou moins l'extrême droite qui s'est effondrée. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est que quand vous avez un gouvernement, et d'ailleurs je mets ça sur la question du régalien, qui assume ses fonctions régaliennes, de régulation des flux, mais aussi sur les questions de sécurité, les catégories populaires reviennent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rationalité. Les gens ne sont pas énervés, ils sont très calmes par rapport à ça. Et la question, le problème, c'est que les gens sont face à une classe politique aujourd'hui qui n'écoute pas, qui est dans une forme d'impuissance, mais qui surtout se raidit sur une question morale. Et là, je dis encore, mais alors très bien, quoi. Je veux dire, la question n'est pas politique contre morale, parce qu'on pourrait se dire finalement, est-il moral de faire peser l'immigration sur les catégories les plus modestes? Voilà, je pose une question morale. Je crois que la réponse est dans la question, mais oui. Oui, il y a la question de l'immigration, mais je vais me faire un peu le porte-parole de ceux qui vous contestent, parce que vous êtes très attaqués, notamment à gauche. On vous reproche d'une part de faire le jeu des extrêmes, et d'autre part peut-être d'être finalement dans un discours manichéen de lutte des classes, avec les élites ou les catégories supérieures d'un côté et les classes populaires de l'autre. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Christophe Guilluy ? C'est-à-dire que quand on regarde déjà les revenus, quand on regarde les effets justement de ce modèle néolibéral sur la population, ils ne sont absolument pas les mêmes, que vous soyez issu de catégories modestes, populaires ou supérieures. Prenez par exemple des indicateurs basiques comme le taux de chômage ou le taux de pauvreté. Le taux de chômage, c'est d'abord le taux de chômage des classes populaires. C'est pas le taux de chômage des cadres. Il y a des cadres au chômage. Enfin, quand les cadres sont au chômage, ils ont quand même plus de chances de retrouver de l'emploi à partir du moment où ils vivent dans les bassins d'emploi les plus dynamiques que les catégories modestes. Donc on voit bien qu'il y a un clivage. En termes de revenus aussi, aujourd'hui, 70% de la population gagne moins de 2 000 euros par mois. Tous ces indicateurs veulent dire quelque chose. On est bien là sur des indicateurs absolument rationnels. Je peux aller plus loin. La majorité des catégories modestes aujourd'hui vit sur des territoires qui créent très peu d'emplois. Donc on voit bien que la fragilité sociale, elle est inhérente à leur lieu de vie. S'il y a une vraie question autour de la dépossession des lieux, elle est aussi celle de la question de l'accès à l'emploi. Donc il y a bien ce conflit de classe. Évidemment, ce n'est pas la lutte des classes à l'ancienne. C'est ça la difficulté. Il y a une dimension existentielle, c'est ce que vous rappelez toujours. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question de la forme du mouvement de contestation aujourd'hui. C'est-à-dire que le mouvement de contestation politique, culturel, social, qui peut prendre des formes très très différentes, des Brexiteurs aux gilets jaunes, au vote populiste, etc. Il ne ressemble absolument pas au mouvement social du 19e ou du 20e siècle, qui, je le rappelle, étaient des mouvements sociaux pour obtenir de nouveaux droits, pour obtenir des augmentations de salaire. Là, ce serait plutôt pour ne pas les perdre. Mais oui. Pour rester une classe moyenne, en bien sûr, quelque sorte. Que on continue la conversation. Oui. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper. C'est l'heure de la pause, mais c'est passionnant. On continue à en parler ensuite, et on verra que vous dénoncez une forme de grand déclassement, mais vous êtes finalement optimiste. Vous dites que ce peuple ne veut pas mourir et qu'il est en pleine révolte. On en parle dans la dernière partie, dans Toute Vérité. À tout de suite sur Sud Radio.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec l'essayiste géographe Christophe Guilluy qui nous parle de son nouveau livre Les Dépossédés chez Flammarion, un livre qui montre comment les classes moyennes occidentales ont été peu à peu dépossédées socialement, culturellement de leur lieu de vie, on en a parlé, mais qui est un livre aussi sur la révolte de ces classes sociales. Et Christophe Guilluy, vous nous disiez avant la pause que cette révolte, cette contestation n'avait pas grand-chose à voir avec les mouvements de contestation traditionnels, ceux du 19e siècle, même peut-être ceux du début du 20e siècle. C'est toute la difficulté de ce qu'on vit actuellement, c'est que identifier ces mouvements comme des mouvements de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, populistes ou pas, est absolument absurde. Je dis toujours, la caractéristique des dépossédés, c'est qu'ils ne sont pas contre, mais ailleurs. Quand je dis ça, ça veut dire que le mouvement des dépossédés s'adresse à la société elle-même. Il ne se réduit pas à la petite cuisine politique. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, c'est quasi... Alors après, il y a eu récupération, etc., mais... c'est impossible. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas, comment dire, dans une logique d'obtention, comme je le disais tout à l'heure, de nouveaux droits, mais simplement d'arrêter d'être dépossédés de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Alors de ce qu'ils ont, ça peut aller très très loin. Par exemple, vous avez par exemple des mouvements très très forts quand vous avez des fermetures de services publics dans zone rurale. Ça c'est de la dépossession. Dépossession des lieux, on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être aussi dépossession d'un mode de vie dans certains quartiers, etc. Donc les gens ne sont évidemment dans une logique. Vous avez dit de ce qu'ils ont, mais aussi de ce qu'ils sont. Mais bien sûr, c'est quoi de ce qu'ils sont ? Ce qu'ils sont, c'est évidemment un mode de vie. C'est évidemment l'attachement à un territoire. C'est évidemment le fait de pouvoir reconnaître son voisin, d'échanger et de définir un commun. Mais tout ça est encore vivant. C'est ça que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas prêts à perdre tout ça. Et d'où la montée de ce qu'on appelle les populistes, que ce soit Trump aux États-Unis, le Brexit. Est-ce que c'est une manière de dire on existe tout simplement et de continuer à peser sur leur destin ? Et je trouve que c'est même réducteur la question de le populisme. J'emploie le terme, bien sûr, il est imparfait. J'ai écrit un livre là-dessus, donc j'emploie le terme parce que c'est celui qui est employé, mais disons ces mouvements justement qui n'appartiennent pas au clivage droite-gauche traditionnel. Oui, c'est ça les dépasse. C'est la caractéristique. Évidemment, là, il s'agit plus pour les gens qui contestent le modèle économique dominant de se battre contre un pouvoir politique. Il s'agit d'exister. On est bien là dans une forme de transcendance. J'emploie même le mot qui dépasse évidemment toute l'expertise possible et imaginable. Et on voit bien que là, et c'est le sens en fait de l'ensemble de ces mouvements depuis une vingtaine d'années, ils se recomposent en permanence. On est vraiment sur des formes très différentes. Par exemple, quand le mouvement des Gilets jaunes s'est tu, la classe dirigeante s'est dit bon ça y est, c'est terminé, on est tranquille. Non, c'est un prélude. C'est un mouvement long et lent, mais qui ne peut pas s'éteindre, puisque c'est celui de la société elle-même. S'il s'éteint, alors la société n'existe plus et on est dans ce que souhaitent très certainement, on va dire, les gens qui ne cessent de segmenter la société comme un marché de produits, dans le morcellement, mais absolument nihiliste. Dans ce que Jérôme Fourquet a appelé l'archipel français. Certes, peut-être certains le souhaitent, mais est-ce qu'on n'en est pas déjà là? Vous nous dites qu'il y a une majorité forte qui compte, qui reprend son destin en main, mais dans ce cas-là, pourquoi ça se traduit pas politiquement? On a parlé des populistes, mais ils sont quand même pas tous au pouvoir. On a l'impression, pour le coup, d'une société qui se morcelle. Est-ce que c'est pas déjà une réalité, la division finalement des Français? La division a déjà toujours existé. Je cite toujours De Gaulle
Et c'est la fromage. France, bah oui, une France ingouvernable, une France avec 350 fromages est une France ingouvernable. Sauf erreur, il a bien gouverné le pays. Et pour rebondir justement sur le gaulo-communisme, il a bien défini quelque chose qui était de donner du sens. Le problème, c'est quand vous avez une représentation de la société que j'appelle Netflixisée finalement, hein, avec cette idée du panel. Hein, il n'y a plus de majorité, qui est finalement le concept logique du thatchérisme, à savoir... il n'y a plus de société. Il n'y a pas d'alternative d'abord, Oui, il n'y a pas de société. Moi j'y ajoute, il n'y a pas de majorité. Alors il n'y a plus que des segments, des panels. Et d'ailleurs, la classe politique s'alimente à la maison mère, c'est-à-dire Netflix, de Mélenchon à Macron, pour répondre à des demandes panélisées. Ça ne marche pas. Parce que quand vous me dites, effectivement, ce grand mouvement majoritaire n'arrive pas finalement à se structurer politiquement, c'est vrai. Majoritaire dans les urnes, c'est vrai. C'est quand même une réalité. Le reste non plus. C'est-à-dire que il n'y a pas de et c'est pour ça que c'est très important d'avoir comment dire une vision aussi culturelle et existentielle de ce mouvement-là. Quand vous prenez des items très identifiés, je sais pas, le rapport au travail, le rapport à l'État-providence, le rapport au régalien, et dedans je mets l'immigration, insécurité, etc. Vous avez une majorité qui se dessine. Les gens veulent travailler. C'était le sens d'ailleurs de la polémique avec Roussel dernièrement. C'était le sens des Gilets jaunes. Hein. On rappelle que c'était des gens qui travaillaient et qui simplement se plaignaient de ne pas avoir le fruit de leur travail. Voilà, les gens veulent travailler. Les gens sont attachés à l'État-providence. Donc on voit bien que les thématiques ne sont pas de gauche ou de droite, hein. Elles sont celles de la société elle-même, hein, voilà. Pourquoi ils sont attachés à l'État-providence ? Tout simplement parce que quand on est fragilisé socialement ou économiquement, on a besoin aussi d'un État-providence fort. Les gens sont assez au clair avec le fait que l'hôpital privé, l'école privée ou l'université privée, c'est pas un modèle qui va leur rendre service, c'est évident. Donc il y a un rapport aussi très critique au néolibéralisme. C'est pour ça que les libéraux autoritaires, ça marche pas non plus. Les gens ne sont absolument pas... Emmanuel Macron, au choix, c'est un libéral autoritaire pour vous ? Emmanuel Macron, je pense que le modèle d'Emmanuel Macron est plus Netflix que le libéralisme autoritaire. Vous pensez à la droite conservatrice, à Éric Zemmour par exemple, qui n'en a pas fait assez sur la politique sociale, peut-être pour s'adresser aux Zemmour, c'est le pendant de Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon pensant que tout n'est que social et Zemmour pensant que tout n'est que culturel, identitaire. Non, la question sociale est une question culturelle et identitaire. La question identitaire est une question sociale. Et quand vous dites ça, vous êtes immédiatement plongé dans ce que j'appelle la radicalité de la vie ordinaire. La radicalité de la vie ordinaire, c'est pas un concept, c'est simplement la vie à 1005 ou 2000 euros par mois. Et alors vous allez me dire c'est très matérialiste, mais non, du coup ça devient existentiel. Parce que quand on a 1005, 1002, déjà on n'a pas les moyens de l'individualisme consumériste. Et actuellement, on entend cette petite musique. Les gens sont dans le je m'en foutisme, tout ce qu'ils veulent, c'est consommer, etc., etc. Non, pas du tout. Il y a de toute façon des solidarités contraintes. Ce que Michel appelait et la décence commune, bien sûr, etc., qui horripile l'intelligentsia comme quelque chose qui ne peut pas exister, puisque on est toujours dans cette logique de diabolisation de cette majorité ordinaire. Moi, je pense que ce qui bloque actuellement, c'est cet effet de brume, hein, de brume politique, d'une classe politique qui est aujourd'hui centrée sur des catégories qui ne sont pas la majorité, hein, des catégories sociales, socioculturelles, beaucoup sur les retraités, etc., mais qui ne parlent pas à l'ensemble. Et ça, c'est un véritable problème. Et puis, une brume
académique, médiatique, culturel, qui laisse entendre que dès qu'on parle de majorité, c'est forcément derrière des passions tristes. C'est forcément derrière le pire. Donc il y a une rhétorique de la peur, hein, une stratégie de la terreur. Vous parlez, il y a un chapitre qui est très intéressant qui s'appelle Apocalypse Now. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, en plus je suis à Sud Radio. Il nous reste 1 minute et demie. Mais... Non, mais c'est-à-dire que ils ne vont plus convaincre. Ils savent qu'ils ne vont plus convaincre. Et la classe politique ne convainc plus personne. Aujourd'hui, on n'est plus dans un narratif qui peut être adopté par la majorité ordinaire. Donc, qu'est-ce qui reste comme dans le jeu? Il reste la menace de l'apocalypse. Apocalypse politique, le fascisme arrive, apocalypse sanitaire, on l'a vu, ou apocalypse écologique. Mais l'idée, c'est amener finalement le non-choix. C'est-à-dire que c'est l'apocalypse, c'est nous l'apocalypse. Voilà. Ça dit quand même le bout du bout du narratif politique et culturel. Donc finalement, vous nous avez dit que c'était un concept de bobo, mais on est quand même dans un changement de monde. Simplement, le monde d'après, et ce sera le mot de la fin, Christophe Guilluy, n'est peut-être pas celui rêvé, pas celui de la start-up mondialisée, quoi, de la start-up nation. Non, le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Christophe Guilluy. Lisez son livre Les Dépossédés. Voilà, c'est très convaincant. Et donc merci d'avoir été avec nous. Vous êtes rare dans les médias, Christophe Guilluy. Donc merci de nous avoir accordé cette confiance. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En toute vérité. Et je vous laisse tout de suite avec les informations. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.